De la même façon, on pourrait se dire que la joie d'accueil et de consentement s'oppose à la joie du combattant et à la joie de faire. Je ne crois pas du tout que plus on est capable, dans certains moments d'acceptation, de plénitude d'accueil, de cette joie d'être et de consentement, plus on sera capable, dans d'autres instants évidemment, ce ne sont pas les mêmes instants, d'avoir un bras armé d'une force nouvelle et de retrouver la joie du combattant. C'est une sorte de switch, on passe de l'une à l'autre. On a deux ressources qui ne sont pas les mêmes, mais qui se complètent très bien. Une joie d'être et une joie de faire. Ouais. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Cela fait très longtemps déjà qu'Aromazone fait partie de ma routine beauté quotidienne et je suis contente que cette belle marque française engagée nous accompagne comme partenaire de Métamorphose. Je vais donc vous confier mes produits incontournables. Alors le matin, j'applique leur fameux sérum à l'acide hyaluronique avant ma crème qui hydrate, repulpe et rend la peau lumineuse. Et le soir, ou bien après une belle et intense journée en studio, je prends un temps pour moi en utilisant leur crème riche en collagène vegan, espilante, à la fois douce et réconfortante. Je complète le tout avec leur cure de collagène marin en complément alimentaire. C'est ce qu'on appelle le in and out, prendre soin de sa peau de l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, chacun peut retrouver les produits qui lui ressemblent et c'est cela qui est formidable chez Aromazone. Leur expertise scientifique, la qualité de leur formule à l'efficacité prouvée, naturelle et sans ingrédients controversés en font une référence du soin au naturel. Alors pour définir votre propre routine beauté ou bien-être, rendez-vous sur aroma-zone.com ou en boutique. Et si la philosophie pouvait servir de boussole pour nos vies ? Souvent mal connues, ces disciplines nous offrent pourtant des pistes réjouissantes pour trouver du sens, nous aider à vivre, à nous connaître et à avancer. Nos doutes, nos échecs, nos émotions, encore notre quête de liberté trouvent un nouvel éclairage quand on y réfléchit sous ce prisme. C'est tout le travail de mon invité philosophe, essayiste, mais aussi journaliste radio sur France Inter, avec son émission culte Sous le soleil de Platon, et qui s'est donné pour mission de proposer à tous une philosophie pratique qui puisse nous accompagner au quotidien. Il publie aujourd'hui Où trouver la force et autres questions existentielles aux éditions Alary. D'ailleurs, on voit le livre pour ceux qui nous suivent sur YouTube juste derrière lui, vous le montrerez tout à l'heure. Un livre qui regroupe des réponses à 50 questions que nous sommes peut-être déjà tous posées. Je suis sûre, chères auditrices et auditeurs, que vous allez trouver des réponses à vos questions existentielles ou peut-être plus du quotidien, comme par exemple, peut-on être plus heureux à vélo ? Ou pourquoi répète-t-on les mêmes erreurs ? Ou l'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Charles Pépin. Bonjour. Bonjour, ravi, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis content de vous revoir. Oui, moi aussi. On avait parlé la dernière fois de vivre avec son passé, c'était votre précédent ouvrage, je crois que c'est bien celui-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis encore avant la rencontre, une philosophie, vous pouvez retrouver si vous souhaitez ces épisodes. Alors je le disais en intro, vous prenez une philosophie pratique et vous prenez une sorte de responsabilité finalement de philosophe sans s'abriter derrière un savoir. Quelle est votre intention en fait, Alors, Charles ? attention, s'abriter derrière un savoir, oui, il ne s'agit pas de s'abriter, mais il s'agit quand même de partir d'un savoir, d'une connaissance des grands textes. Enfin, quand je dis s'abriter, c'est pas de vous, c'est de certaines personnes qui en fait théorisent, mais vous prenez cette philosophie pratique. Moi, ce que j'aime, c'est prendre chez les grands philosophes, mais aussi chez les chanteurs, chanteuses, dans la littérature, dans la psychologie, dans les neurosciences, tout ce qu'on peut prendre pour proposer, au fond, des réponses aux questions qu'on se pose. Et c'est vrai que j'ai un petit peu réagi dans ce livre contre l'idée que la philosophie serait l'art du questionnement, de mettre en perspective. Évidemment que c'est ça, mais c'est bien aussi de s'engager dans des réponses, et c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre.
Alors, je disais, on va pas dans cette interview passer les 50 questions en vue. Et puis, l'idée, c'est aussi de découvrir le livre. Mais quelle est celle qu'on vous pose le plus souvent, finalement, que ce soit en conférence, même à la radio, quand vous êtes hors antenne? Ça, c'est une très bonne question. Il y a quand même la question de l'amour, qui est quand même très, très récurrente. Qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment? Est-ce qu'on peut apprendre à aimer? Est-ce que c'est un savoir d'aimer? Ça revient très souvent. Après, il y a une question qui revient aussi très souvent, c'est comment prendre les bonnes décisions. Mais elle me revient aussi souvent parce que j'ai beaucoup écrit là-dessus, dans mon livre Les Vertus de l'échec, dans mon livre sur la confiance, et j'ai beaucoup distingué la décision du choix rationnel. Donc ça revient en boucle. Il y a aussi les angoisses et les peurs quand même, notamment les émotions négatives, les angoisses de mort. Et ça me revient aussi beaucoup parce que je fais partie des philosophes qui sont aussi très baignés dans la psychanalyse et la psychothérapie. Oui. Et d'ailleurs, je propose une sorte de mélange finalement. Et donc, toutes ces questions, elles sont dans ce livre. Et donc, l'idée de ce livre, c'était de reprendre celles qu'on m'a le plus posées depuis une trentaine d'années, un peu partout, aussi bien au lycée, évidemment, parce que j'ai été plus de 25 ans au lycée, que dans mon cycle de conférences au MK2 Odéon à Paris, que à la radio sur France Inter, que bien sûr dans Philosophie Magazine, depuis 20 ans, je réponds au courrier des lecteurs. Mais même auparavant, il y a longtemps, je faisais déjà ça dans Femmes Actuelles. Je répondais aux questions des ados. Donc moi, j'ai toujours aimé répondre. Ça ne veut pas dire que je sais tout, que j'ai la science infuse ou que j'ai des réponses, mais ça veut dire qu'il y a une tentative de s'engager et de dire, voilà, par exemple, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Ma réponse, c'est non. La preuve d'amour, c'est plutôt de savoir guérir en partie d'une jalousie qui va salir l'amour et nous empêcher de nous aimer correctement. Est-ce que une décision, c'est un choix rationnel? Ma réponse, c'est non. Une décision, c'est le courage de s'engager dans une forme d'incertitude en prenant un risque. Et donc, ça n'est pas un choix rationnel. Moi, j'aime bien cette idée. Et je vous réponds aussi que c'est mon réflexe de prof de lycée, finalement. Parce que les élèves de 16 ans, vous n'allez pas leur dire toute la journée, oui, alors monsieur, ils vont vous dire, qu'est-ce que c'est qu'une bonne démocratie? Ou alors, quand est-ce qu'on sait qu'on est vraiment libre? Parce qu'il y a une question qui est dans le livre. Et si vous dites tout le temps aux élèves de 16 ans, 17 ans, d'abord, il faut distinguer la liberté du libre arbitre. D'abord, il faut distinguer la liberté chez les anciens et chez les modernes. À un moment, ça va pas. À un moment, il faut répondre. Et c'est ce que j'aime faire. Alors justement, ce qui est assez marrant, et vous venez de le faire à l'instant, il y en a, vous répondez de manière catégorique dès le début. Vous l'avez dit très bien, non. Vous annoncez tout de suite la couleur, et puis d'autres, vous êtes beaucoup plus, évidemment, c'est aussi ça la philosophie, on regarde de plusieurs angles. Et vous l'avez dit aussi, vous vous intéressez beaucoup à la psychanalyse, aux thérapies, et aux thérapies aussi contemporaines, on pense au TCC, aux thérapies brèves, cognito-comportementales. D'où vous vient ce goût aussi pour l'introspection? Ça, c'est une question dure. D'abord, je pense que ça vient de ma pratique de patient. J'ai un peu testé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de psychanalyse, plus de 15 ans, je pense. Et après, j'ai découvert d'autres formes de thérapie, les TCC et la thérapie ACT, qui est une thérapie que j'adore. Ça veut dire acceptation. En gros, c'est une thérapie d'acceptation et d'engagement. Et d'accueil, oui. Et d'accueil, exactement. Et ça a beaucoup croisé ce que j'aimais en philosophie. Par exemple, quand on est nietzschéen ou bergsonien, moi j'aime bien ces philosophes, ou spinoziste ou stoïcien, il s'agit de se dire souvent que la première façon de pouvoir changer les choses, c'est de savoir accueillir, c'est de savoir accepter. Et quand j'ai rencontré des thérapies qui ont dit la même chose, ça m'a passionné. Donc la première réponse, c'est évidemment, en tant que patient, la vie m'a demandé d'expérimenter ces thérapies. La deuxième réponse, c'est que la psychanalyse, au début, elle a changé ma façon de philosopher. Et elle m'a permis d'entendre des énoncés philosophiques en disant « Non, ça, c'est pas possible. On peut pas dire ça. » Donc elle a été une sorte de boussole pour pas être, comme beaucoup de philosophes, à côté de la vraie vie, à côté des émotions, à côté de la souffrance. Il y a des philosophes, ils sont dans une logorée, un jargon conceptuel, on voit bien qu'ils sont pas bien mentalement. Il faut le reconnaître. Donc moi, ça m'a aidé pour ça. Et après, il y a aussi une rencontre, ma compagne est thérapeute, et du coup, je me suis mis beaucoup à inviter dans mon émission sur France Inter, ou dans des conférences à deux voix, des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes, jusqu'à même militer pour l'intégration. C'est-à-dire que je supporte pas cette guerre des chapelles. Et pour moi, il faudrait que toutes les écoles de thérapie se parlent pour le bien des patients. Donc c'est vrai que ma position de philosophe, elle est un peu bizarre, puisque je vais beaucoup chercher... Bizarre ou atypique, disons. Ouais, je vais beaucoup chercher hors de la philosophie des éléments qui permettent
d'apporter une réponse. Alors c'est vrai, vous avez dit justement, parfois je suis cash à la question « faut-il être méchant pour réussir ?» Je dis non, il faut mieux avoir du talent et être gentil et savoir inspirer les autres. Mais il y a des questions plus compliquées où évidemment, il est quand même dur de dégager une réponse. D'ailleurs, vous parliez de l'acte, mais on ne va pas faire l'émission que là-dessus, mais l'acte dit on n'a pas forcément besoin de revenir et de creuser sur le passé, à l'inverse de la psychanalyse, puisqu'en fait, on va agir véritablement sur ce qu'on sent aujourd'hui et on est plus tourné vers l'avenir. Ouais. C'est-à-dire que je vais dézoomer sur ce qui se passe et je vais essayer d'intégrer la sensation et ce que je ressens maintenant, quel que soit finalement le passé. Pas dans le cas forcément de trauma, mais dans le cas d'angoisse ou d'anxiété. Exactement. Et alors, du coup, dans mon précédent livre, Vivre avec son passé, je montrais comment l'approche bergsonienne pouvait permettre de comprendre que la psychanalyse, parfois, c'est nécessaire, de comprendre le sens de son passé. Et puis, parfois, on peut aller de l'avant en se demandant quelles sont les valeurs qui nous drivent, qui nous portent, et en se demandant plutôt comment on peut aller de l'avant. Ouais. Ce qui est plus stoïcien, d'ailleurs. Voilà, même si ma réponse, elle est plutôt de dire que la meilleure façon d'aller de l'avant est de trouver la bonne distance avec son passé. Voilà. Et dans ce livre-là, ça revient beaucoup, en fait, ma curiosité pour la thérapie. Dans une question, par exemple, comme faut-il chasser les émotions négatives ? Je trouve que là, c'était pas possible de répondre simplement en tant que philosophe. Il fallait aller chercher tout ce que nous dit la psychologie et tout ce que nous disent aussi les neurosciences. Alors, on va quand même repartir aussi du titre du livre, « Où trouver la force ?» et autres questions existentielles. Ouais. Cette force dont vous parlez, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'être fort ? Qu'est-ce que cette force, en fait ? On peut la définir de plein de manières, encore une fois, en fonction des courants, si on parle de l'école orientale, etc., ces forces qui nous animent, qui sont aussi des mouvements finalement de vie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a la force qui est en soi. Il y a la force qui nous traverse et qui vient d'autre chose que soi. Donc la force qui est en soi, ça peut être une force de caractère, une force de résistance, une force de résilience, une force de volonté. Mais ma réponse, c'est que plutôt la force, elle vient d'autre chose que de soi. Donc des autres, évidemment, de la relation humaine, ou évidemment du monde, du cosmos, de la nature, de la beauté qui nous environne. Et on ne peut pas avoir une seule réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de combiner ces trois éléments de réponse. Il y a une force que je peux développer personnellement, et moi, je suis très méfiant à l'égard des excès du volontarisme. Hein. Quand tu veux, tu peux, trouve la force en toi. Je pense que elle est en partie en soi, mais elle vient beaucoup des autres. Et nous sommes des êtres sociaux, des êtres de relation. Et c'est incroyable comme la confiance vient des autres. Et puis, il y a la dimension plus mystique, plus cosmique, savoir s'ouvrir à autre chose que soi. Et là, on revient sur un de mes précédents livres, sur la confiance, où j'expliquais déjà que la confiance en soi est quand même surtout une confiance en autre chose que soi. Les autres, sur qui je peux compter, le monde, les forces du monde, voilà, pour lesquelles je crois. Les forces du monde, pour vous, vous êtes croyant, vous êtes un mystique, vous, Charles Pépin. Vous en parlez assez peu de ça. Pourtant, vous citez Jésus, par exemple. Si, j'en parle quand même pas mal. Ouais. Si vous voulez, par exemple, à la fin de mon premier essai, quand la beauté nous sauve, on finissait sur la mystique. À la fin de la confiance aussi, je finissais sur la mystique. À la fin de la rencontre aussi, voilà. Mais oui, je me définis plutôt comme mystique que comme croyant. Je ne sais pas trop en croire, je crois. Mais je pense qu'il y a un mystère. C'est l'origine étymologique de mystique. Et que le fait de s'ouvrir à ce mystère, au moment d'une contemplation esthétique, par exemple, de la beauté du monde, au moment de sentir une émotion d'amour étonnante qui nous déborde, au moment de sentir une joie bizarre, la joie est folle, hein, souvent, il y a quelque chose de mystérieux. Et du coup, je me méfie beaucoup des philosophes trop rationalistes qui voudraient élucider ce mystère, ou alors des religieux qui voudraient élucider ce mystère en donnant une réponse, et ça va être un dogme religieux. Moi, je suis plutôt mystique. Un peu au sens de Spinoza ? Non, plutôt au sens classique, au sens où... Parce que pour Spinoza, in fine, le mystère va s'élucider par la raison, et ce qu'il va appeler la béatitude, c'est la connaissance rationnelle des choses. Donc au fond, Spinoza n'est pas mystique. À la fin, il devient rationaliste. Mais moi, je pense qu'il faut tenir les deux maillons de la chaîne, et votre question pour ça est très intéressante. D'un côté, j'ai quelque chose dans mon approche de très concret,
de très utilitariste. Et c'est vrai que sur certains conseils concrets pour la confiance, je rejoins certains penseurs de développement personnel. Oui. Mais de l'autre, il y a une dimension très spirituelle et très mystique où je pense qu'il faut s'ouvrir à ce qui nous échappe. Et en général, les deux vont pas ensemble. C'est-à-dire que c'est rare, en général, si vous avez un livre de quelqu'un qui donne des conseils concrets pour aller mieux, pour mieux vivre ses émotions négatives en comprenant qu'elles ne sont pas négatives, ou pour moins douter, ou alors pour avoir un meilleur rapport à son doute, vous allez tomber sur un livre de conseils pratiques. Et puis si vous aimez les mystiques, vous allez lire Christian Bobin, ou Eti Ilsoum, ou d'autres grands mystiques Christiane chrétiens. Singer. Voilà. Et puis, il n'y aura pas beaucoup de références à l'action concrète et aux choses qu'on peut mettre en œuvre quotidiennement pour aller mieux. Moi, j'essaye de faire les deux. Et c'est ça qui est particulier, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Une sorte, on pourrait dire, soit d'utilitarisme mystique, soit de mystique utilitaire. Ou de philosophie de l'agir, on pourrait le dire comme ça, d'oser. Parce qu'il y a quelque chose de cette idée d'oser aussi, que vous prenez de courage. C'est vrai, mais c'est aussi que c'est comme ça que je suis. Oui. En fait, je suis comme ça. Il y a des jours où je me réveille en me disant, il faut que je fasse des pompes, que je fasse du gainage et que je respire bien. Et puis des jours où je me dis, mais non, l'essentiel, c'est vraiment pas ça. En fait, l'essentiel, c'est juste... Est-ce qu'il n'y a pas dans cette lumière-là, entre les feuilles, quelque chose comme une présence spirituelle ? Eti Ilsoum, là, on pense à Eti Ilsoum. Ouais, dans son chef-d'œuvre, Une vie bouleversée. Et en fait, voilà, j'essaye de ne pas mentir. Moi, je suis fait de ça, je suis fait de ce mélange. Et dans ma façon d'essayer de m'aider, ou dans ma façon d'essayer d'aider mes proches, ou d'aider des gens qui viennent me voir en conférence, finalement, j'assume ce mélange. Oui. Et donc, c'est pour ça que dans ce livre-là, vous allez avoir des questions très concrètes. Pourquoi ça va mieux en vélo ? Une question que j'adore. Une question qu'on m'a souvent posée, finalement. Oui. Et puis des questions beaucoup plus subtiles et spirituelles. Par exemple, qu'est-ce qu'une expérience mystique ? C'est une question qui est dans le livre. Et je réponds qu'une expérience mystique, c'est l'expérience de quelque chose dont on ignore la nature. C'est l'expérience de quelque chose dont d'habitude, on ne peut pas faire l'expérience. Voilà. Donc moi, je suis mélangé. C'est pas très cohérent, mais j'essaye d'écrire avec ma vérité. Et ma vérité, c'est aussi d'ailleurs celle d'un écrivain. Moi, j'ai commencé par les romans. J'ai aussi refait un roman, La Joie, il y a 5 ans. Et donc, je cherche aussi beaucoup dans la littérature des propositions, des visions, parfois des réponses. Quand vous lisez Proust ou même Emmanuel Carrère, il y a des choses qui sont très fortes. Et... Alors, oui. D'ailleurs, chez vous, ce qui est quand même assez extraordinaire, pardonnez-moi, je vous coupe, mais justement, vous êtes, on le sent, vous êtes comme un cheval fou au galop. Vous avez à la fois... cette fougue bien incarnée du vivant et en même temps toute cette espèce de base de données, de connaissances, parce que vous réussissez à synthétiser tout ça. Est-ce que c'est facile de vivre avec tout ça dans la tête ? Parce que il y a tout. Il y a à la fois l'agir et les pompes et les rituels, et on va parler des rituels et de ce qui se répète, et en même temps de prendre cette hauteur pour s'abandonner, comme vous le disiez à l'instant, et la mystique, et peut-être aller jusqu'à la béatitude. Comment est-ce qu'on vit quand on est dans la peau de Charles Pépin avec tout ça qui cohabite ? C'est marrant comme question. Je me rends bien compte en tout cas que, en effet, je suis très très cérébral et très très émotif, et ça doit être un mélange bizarre pour mes proches. Écoutez, j'y arrive. J'ai eu besoin de beaucoup de thérapie pour équilibrer tout ça, et d'où d'ailleurs le fait que ça marque beaucoup mes livres de philosophie. Non mais ça va. Et que vous soyez en couple avec une thérapeute. J'essaie quand même. Rien, vous voulez dire. Non, bien sûr. J'essaye. Non, mais j'ai pensé à être thérapeute. À la fin de ma psychanalyse, je me suis posé cette question. D'ailleurs, j'ai écrit un livre à l'époque, il y a très longtemps, Les philosophes sur le divan, un peu comme une pièce de théâtre, où moi j'étais dans la peau du psychanalyste, qui était un Freud, et les patients c'était Platon, Kant et Sartre, qui parlaient de leurs symptômes, qui en fait étaient un peu les miens déguisés. Et donc j'étais passé je l'ai pas encore lu, là, du point de vue de cet texte un peu théâtral, j'étais passé du côté de l'analyste. Et j'ai décidé que c'était pas pour moi, que j'étais pas assez capable d'écouter toute la journée les autres, que j'étais trop agité, comme vous venez de le dire, que j'avais que moi ma façon peut-être d'aider les autres, elle était ailleurs, dans des façons de faire des conférences, d'aller voir. Moi, je vais partout, dans des associations, en prison, mais aussi des entreprises, les librairies, partout, quoi, et de faire des livres évidemment, et puis de la radio. Mais c'était un long chemin. Et au début, comme mon premier métier, c'est prof de philo. Quand les gens venaient me voir en me disant « mais ça m'aide, ce que vous me dites, ça m'aide, vos livres m'aident, votre parole à la radio m'aide »,
Et j'étais très gêné. Je me sentais illégitime. Je me sentais avec un complexe d'imposteur. Je me disais, mais moi, je suis prof de philo. Je suis pas thérapeute. Pourquoi j'aide? Et puis, avec le temps, comme j'avais quand même fait 16 livres, ça fait 30 ans, j'ai arrêté cette posture. Était-elle hypocrite? Était-ce de la fausse modestie? De l'absence de lucidité? J'ai arrêté. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui aide les gens? Parce qu'ils me le disent toute la journée. Qu'est-ce que je suis? Quelle est ma position? Et là, je me suis dit, OK, il faut creuser ce sillon, d'aller chercher dans la thérapie le mélange avec les concepts philosophiques, avec la littérature, avec le théâtre, avec des figures de sportifs. Et je me suis dit, là, il y a un mélange qui, quelque part, fonctionne et qui est peut-être ma patte. Ce qui fait que j'essaye d'inventer un type de livre qui brasse tout ça et qui soit ma façon de faire, quoi. Et en même temps, quand on parle aussi toujours de soi. Et quand on nous demande des conseils... vous, par exemple, vous avez une personnalité, vous le disiez à l'instant, je suis un peu agitée. Ouais. On peut voir, si on parlait de... Alors, je ne veux pas vous mettre des étiquettes, mais on pourrait dire vous êtes un hyperactif. Est-ce qu'il peut y avoir des troubles de l'attention ou de l'hyperfocus? Ouais. Certainement, vous êtes à haut potentiel. Il y a tout ça qui se joue. Et à quel moment, en fait, on peut parler à l'universel? On peut parler à tout le monde, en fait, quand on donne des conseils. C'est pas toujours facile. Oui, j'ai pas... Et les philosophes vous aident à ça, parce que du coup, vous intégrez aussi le point de vue de tous, j'imagine. Ouais, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'il y a, dans le propos, pour le coup, philosophique classique, une ambition universelle. C'est juste une ambition, hein, c'est pas facile. Et puis, pour répondre plus honnêtement, il y a une phrase de Nietzsche que j'adore, qui est magnifique, qui presque guide ma vie et qui revient tout le temps. C'est plus d'un, c'est dans Ainsi parlait Zarathustra, plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami. Donc moi, je le ressens comme ça. Il y a plein de... Moi, souvent, j'arrive pas sur plein de choses dans la vie. J'ai plein d'entraves, de névroses. Mais effectivement, ça me permet de comprendre des problèmes et peut-être de savoir en parler. Un peu comme, j'imagine, un thérapeute complètement névrosé, il y en a plein, mais qui sont des très bons thérapeutes, voir un prêtre qui n'arrive pas avec le ressentiment à avoir un peu d'agressivité et qui prêche l'amour très bien. Donc, vous voyez, ça doit vous intéresser aussi, vu qui vous êtes, vous, et puis votre podcast particulier, en quête de sagesse. Le sage, c'est plutôt quelqu'un qui, parce qu'il sait, et parce qu'il a réglé les problèmes en lui, comme le dit Gandhi, parce il s'est changé à l'intérieur, il arrive à parler aux autres et à changer le monde. Moi, avec la figure nietzschéenne que j'ai évoquée, c'est pas du tout une figure de sagesse. C'est plutôt une figure de philosophe ou de quelqu'un qui cherche, qui n'a peut-être pas réglé les problèmes en lui, il n'a pas cette ambition, mais en revanche, à partir de cette difficulté et de cette réalité de la vie et de cette complexité, arrive à dégager une quête, et du coup, les autres se sentent investis, se sentent concernés, se sentent embarqués dans la même aventure. C'est une belle phrase de Pascal qui dit « Nous sommes embarqués, tous ensemble ». Donc c'est peut-être ça qui marche, c'est peut-être ça qui plaît. Oui. Et est-ce qu'avec le temps, il y a une forme justement de sagesse ou de synthèse et de voix qui se dessinent, mais de voix multiples, qui à un moment donné, donne quelque chose d'assez consistant finalement, là où à 20-25 ans, ça peut partir aussi un peu dans tous les sens. Oui, j'ai pris un coup de jeu, vous avez bien raison. Non, en fait, oui. C'est pas du tout ça que je veux dire, parce que je me mets dans le lot. Hein. Non, mais vous avez raison. On a à peu et c'est pas aussi le même pour âge. ça que j'ai fait ce livre. Ouais. Vous avez raison. C'est-à-dire que malgré tout ce que je vous raconte, le fait d'aller chercher partout, la curiosité, d'aller brasser différentes sphères, il y a en effet un moment... Il y a un ordre dans le chaos, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas ça. C'est plus simple. Il y a un moment où, devant la récurrence des questions, comme par exemple, quand sommes-nous vraiment libres ? Effectivement, je me dis, quand même, je peux répondre. Vu tout ce que j'ai lu, vu l'ensemble des gens avec qui j'ai parlé de ça, je peux proposer une réponse. Donc, vous avez raison. À un moment, il y a quelque chose d'un peu plus de l'ordre de la sagesse, où on s'est dit, voilà, là, on peut répondre ça. C'est-à-dire, la liberté, c'est pas l'absence de contraintes. Ça, on peut le dire clairement. C'est un leurre, c'est une illusion. L'absence de contraintes est une illusion de quelqu'un qui ne comprend pas la vraie liberté. Et comme le disait Spinoza, comprendre ce que c'est que la liberté, c'est déjà se rapprocher de la liberté. D'où le fait, et c'est ça ce livre, qu'il y a des moments, je m'engage dans des réponses qui sont pour le coup assez argumentées, qui sont assez solides, c'est un peu ce que vous évoquiez. Et là, on arrête d'être dans une posture de recherche et même de curiosité ouverte dans tous les sens, et on s'engage dans des réponses. Et d'ailleurs, on peut répondre, en l'occurrence, sur cette question, quand sommes-nous vraiment libres ? La réponse que j'apporte, c'est nous sommes libres, non pas quand nous avons une illusion de liberté absolue, non pas quand nous sommes dégagés de toutes les entraves, ça c'est un fantasme, mais quand
nos actions, nos gestes, notre manière de vivre au quotidien nous ressemblent et expriment notre personnalité. Donc ça, c'est une réponse. Et donc, je suis quand même assez fier de ça, c'est que dans ce livre, il y a des réponses. Donc, votre question a été donc très bonne. Il y a un moment où je sors de cette posture, et dans ce livre-là, voilà, j'ai pris ces 60 questions, et j'ai vraiment essayé de répondre. Alors, ça pose aussi cette question, qu'est-ce que la personnalité ? Parce que nous sommes libres comme nous sommes en accord avec notre personnalité, alors on revient sur le soi. Et ça, vous y répondez aussi. Ouais, c'est une autre question. Voilà, c'est une autre question. Avons-nous une identité fixe ? Exactement. Ouais. C'est une autre question. Alors, mais bon, on fait des ponts, mais forcément. vous avez raison. Et la réponse, c'est que c'est pas parce que la personnalité n'est pas fixe qu'on peut pas l'exprimer de manière fidèle. Autrement dit, j'ai une identité qui n'est pas figée, mais que je réinvente sans cesse en emmenant avec moi tout mon passé vers l'avenir d'une manière cohérente et d'une manière qui me ressemble. Je vais être un peu plus simple. Et quand vous parlez du passé, d'ailleurs, je fais la parenthèse des blessures, parce qu'on peut vous parler de ça aussi, de nos blessures. Erreurs, de tout Toute l'idée, c'est, dans mon passé, il y a des échecs, des blessures, des épreuves. Il y a aussi des moments de gloire, de découverte, d'amour, d'éblouissement. Et la personnalité, c'est une manière de ressaisir tout ça et de l'emmener vers mon avenir d'une manière qui me ressemble. Autrement dit, certes, c'est évolutif, mais quand même, plus je vieillis, plus je dégage une cohérence, plus je sais ce qui me ressemble, plus je sais ce qui compte pour moi, plus je sais ce à quoi j'aspire, plus je sais ce que je veux surtout pas pour ma vie et pour mes relations humaines. Donc, je finis par comprendre quand je suis libre. Je suis libre quand ma manière de vivre n'est pas une trahison de ce qui compte pour moi. Alors, c'est pas une définition, c'est pas une méthode scientifique, mais quand même, c'est une boussole assez sûre et assez fidèle pour s'orienter dans l'existence. Donc, encore une fois, vous avez bien raison d'articuler ces 3 questions qu'on trouve dans mon livre. Ai-je une identité fixe ? Quand sommes-nous vraiment libres ? Et que faire de son passé ? Ces 3 questions du livre, sur les 60. Et en fait, la réponse, c'est que ce n'est pas parce que, OK, mon identité n'est pas un noyau insécable et figé, bien sûr. Mais il y a quand même une cohérence. Il y a quand même une fidélité à soi. Alors, Lacan dirait fidélité à son désir. Sartre dirait fidélité à son projet existentiel. Oui, ça devient un peu la même chose. Oui. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a un chemin. Quand on regarde le passé et qu'on voit comment on marche vers l'avenir, eh bien, il faut trouver la cohérence et son désir propre. Voilà. Oui, puis ça pose toute cette question de est-ce que ma personnalité s'est construite principalement avec ce masque de réactivité à une blessure ou un trauma principal, ou est-ce qu'elle est, de toute façon, nous sommes multiples, mais qui est-ce qui domine ? C'est quand même une question aussi de discernement, je trouve, à un moment donné. Oui, c'est vrai. De ce masque. C'est vrai. Au sens plutôt peut-être plus jungien. Ouais, c'est vrai qu'on a différents masques. Vous savez bien que l'étymologie de une personne, c'est persona, ça voulait dire le masque de théâtre. Donc quelque part, évidemment que j'ai des masques sociaux, mais moi, je pense pas que ma vraie nature apparaisse quand je fais tomber tous les masques sociaux, puisqu'on est des êtres sociaux, on est des êtres de relation. Mais en revanche, au croisement de tous mes jeux de rôle, au croisement de tous mes masques sociaux, il y a quelque chose qui est moi, qui est ma quête, qui est mon aspiration, on pourrait dire qui est ma liberté, et qui est ma personnalité. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir été prof de philo 25 ans, ça me permet quand même d'avoir des billes très solides. Notamment sur ce sujet, vous avez Bergson et Nietzsche qui sont incroyablement éclairants. Bergson nous dit cette phrase sublime. Et donc parfois, je suis simplement prof de philo, je suis simplement passeur. Bergson nous dit, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ta personnalité, c'est ta manière d'aller de l'avant avec tout ton passé. Je trouve ça tellement beau. Et donc, il y a bien des fois, il faut quand même que je sois plus précis, il y a bien des fois quand même où la réponse que j'apporte, c'est celle d'un grand philosophe, mais telle que je sais en parler simplement, parce que j'ai eu des élèves de 16 ans pendant 25 ans, tous les matins, tous les après-midi, en face de moi. Et je ne connais pas du tout la vie de Bergson, mais la vie de Nietzsche n'était pas forcément un modèle d'épanouissement par rapport à ce qu'il prenait. Vous le dites d'ailleurs dans les questions. On retrouve, vous revenez là-dessus. On retrouve la phrase « Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami ». Nietzsche, qui apprenait la grande santé et qui a été malade toute sa vie, souffreteux, asthmatique et très angoissé. Alors on n'est pas obligé d'aller jusque-là, il ne faut pas non plus être le miroir inversé, évidemment. On peut essayer d'aller vers la cohérence, d'essayer d'aller vers la sagesse, pour reprendre votre terme, c'est-à-dire vers la conformité
entre ce que je prône, ce que je prêche, on pourrait dire, et ce que j'arrive à mettre en place, mais avec l'humilité de savoir qu'il y aura du décalage. Et c'est pas grave. Voilà, personne n'est parfait. Moi, je pense que ce qui compte, c'est d'être sur un chemin de progression. D'ailleurs, c'est aussi une des questions du livre. Je me souviens plus de la formulation exacte, mais c'est faut-il progresser chaque jour un peu? Et la réponse est quand même que la vie a du sens si j'ai un tout petit peu progressé aujourd'hui, soit sur le plan moral, spirituel, soit sur le plan de mes résolutions. Dans cette idée de progression, il y a aussi pourquoi répète-t-on les mêmes erreurs. Et là, moi, j'aimais bien votre éclairage à travers Freud en disant que finalement, il y a aussi une jouissance derrière le fait de répéter ces erreurs. Alors, pourquoi répète-t-on les mêmes erreurs? Avant d'arriver à la lecture freudienne qui est intéressante, surtout que dans mon chemin, j'ai été très freudien avant de prendre un peu de distance avec Freud. Mais avant, il y a un truc plus simple. C'est que la mémoire, elle est faite pour nous éviter de prendre des risques et pour nous éviter de répéter les erreurs. Ouais, c'est le programme de la survie, en fait. Donc, en fait, parfois, on se plaint de se souvenir de ces échecs et de ces déprimes et de ces moments durs. Mais en fait, c'est d'abord une bonne chose. Parce que si on s'en souvenait pas, on rebuterait dedans aveuglement. Donc, premier point, on se souvient de ce qui fait mal, et c'est tant mieux. Parce que c'est pour ne pas le répéter à l'identique. Deuxième point, en effet, d'un point de vue psychanalytique, souvent, même si ça fait souffrir de répéter la même erreur dans le couple ou dans le travail avec un N+1 tyrannique, eh ben, c'est parce qu'il y a peut-être une jouissance inconsciente à être dans ce mal. Parce que, je prends un exemple, si on a une femme qui va tout le temps vers des hommes possessifs et qui finalement la trompe... Toxique, ouais. Et elle se dit, pourquoi, alors que je me suis libéré du premier, je vais de nouveau dans une histoire aussi traumatisante? Peut-être qu'elle ne sait pas, qu'elle s'interdit inconsciemment l'amour heureux, parce que sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère n'ont pas eu le droit à ça, et qu'elle ne se sent pas légitime d'avoir le droit à l'amour en étant la première femme dans la lignée familiale à avoir le droit à l'amour. Donc, inconsciemment, il y aurait une jouissance, au sens freudien, à être comme sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, même si consciemment, c'est que de l'enfer et de la souffrance. Dans ce cas-là, la psychanalyse pourrait nous libérer, pour le coup, la psychanalyse est forte, par rapport à cet inconscient de la répétition. Après, on peut penser qu'il y a d'autres raisons, et que on est juste, là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de psychanalyse. Dans ce cas-là, le comportementalisme suffit, qu'on est juste pas assez attentif au fait que, en vérité, on ne répète pas l'erreur à l'identique, qu'en fait, on a un peu progressé. Certes, c'est encore un fiasco dans le couple, mais on a mis moins de temps à s'en rendre compte. Certes, on a encore un enfer professionnel, mais on s'est cassé plus vite. On ne s'est pas laissé harceler. Et donc, peut-être que, dans ce cas-là, il faut ouvrir son attention, prendre le temps d'examiner l'erreur ou l'échec, et comprendre qu'en fait, ça ne se répète pas à l'identique, et que donc, on est sur un chemin de progression. Oui, intéressant. On voit ce qui se passe. Alors quand même, on va revenir sur le bonheur, être heureux, qu'est-ce que c'est? Parce que dans cet ouvrage, vous parlez du vélo, vous parlez de la danse, vous parlez des sens, vous parlez de la musique, vous parlez de l'art, de ce qui nous émeut, de nos vulnérabilités, de notre sensibilité. Vous disiez tout à l'heure, je suis un grand sensible. Et vous parlez aussi de tout ça. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur l'exemple du vélo, parce qu'il est très symptomatique. Pourquoi est-ce qu'on est plus heureux quand on est à vélo? Alors d'abord, il faut savoir que cette question, elle est revenue beaucoup, c'est bizarre. Oui. Elle est vraiment revenue beaucoup. Réellement. Elle est arrivée beaucoup sur France Inter. Enfin, elle est arrivée sur France Inter. On me l'a posée plein de fois en conférence. Après, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se déplacer tous les jours en vélo. Il y a des gens qui vivent trop loin de leur lieu de travail. Voilà. Mais quand même, la question revient. Et puis, on est quand même dans une mutation écologique, évidemment. Et c'est vrai que la réponse est passionnante. D'abord, on met son corps en mouvement. Ensuite... on se demande quand même comment on tient là-dessus, toujours. Voilà, c'est assez miraculeux. Ça rappelle aussi l'enfance. Et puis, dans le vélo, il y a quelque chose qui rappelle la vraie vie. Parce qu'il y a des moments où c'est dur, où ça monte, où ça fait mal aux cuisses, et des moments où on glisse, où c'est facile. Et c'est ça, la vie. C'est l'alternance de moments durs et de moments où c'est facile. Et le vélo symbolise ça très bien. Et puis, il y a quelque chose de plus profond. C'est pour ça que j'ai adoré répondre à cette question. D'ailleurs, avec mon éditeur, il m'a dit « Mais t'es sûr que tu veux la mettre ? Elle m'a l'air moins essentielle que les autres. » Je lui ai dit « Mais bien sûr !» Et j'y tiens à fond. C'est celle-là que tout le monde va vous poser, d'ailleurs. Ouais, et en fait, vous savez, en vélo, même quand la vie est dure, même quand on galère, même quand on va au boulot et qu'on n'a pas envie, même quand on se fait klaxonner, insulter, il y a toujours au moins un moment dans la journée où ça ressemble à une balade. Et moi, il me semble que c'est ça que nous dit le vélo. C'est que, au fond, la vie peut être difficile, violente, injuste, mais
on peut quand même aussi la prendre comme une promenade, comme une balade. Et le vélo nous aide à sentir la vie comme ça. C'est sûr qu'être coincé dans un métro bondé ou dans un TER ou dans un embouteillage, c'est moins facile d'entrevoir que la vie, jusqu'au cœur de sa difficulté, peut être aussi une balade. Et voilà, donc c'est un exemple qui montre bien que même quand la question a l'air un peu légère, la réponse est vraiment philosophique. Autre exemple, pourquoi aimons-nous tant danser ? On pense à Einstein d'ailleurs, parce que Einstein, il passait son temps sur son vélo, et je pense à Étienne Klein, qui a refait le parcours d'Einstein en Suisse à vélo, bien sûr, avec ce sentiment certainement de liberté. Et puis quand on est dans des choses de glisse ou de... Voilà, il y a aussi des idées qui viennent, il y a aussi un lâcher-prise. Voilà. Et puis, il y a aussi quand même le rapport à l'effort et à la récompense. Vous savez, quand vous arrivez au boulot et ou chez quelqu'un et qu'il y avait une grande côte, bon, même si vous avez une petite assistance électrique, il y a quand même un effort. Et vous dites, voilà, j'ai mérité d'être là. Et ça fait du bien de se dire ça comme ça. Autre exemple de question qui pourrait être un peu prosaïque, a priori pas philosophique, mais que j'ai pris, pourquoi aimons-nous tant danser ? Alors ça, c'est une question que j'adore. Et c'est vrai qu'on aime tant danser, d'abord parce qu'on met son corps en mouvement. Et puis peut-être que la musique, elle nous dit que quand on danse, on n'a pas besoin de savoir où on va pour se mettre en mouvement. C'est très beau comme idée. C'est très philosophique. J'ai pas besoin d'être volontariste, d'avoir un focus, un target. J'ai pas besoin d'être comme ça focusé sur mon objectif pour réussir à me mettre en mouvement. Première réponse. Deuxième réponse, on danse souvent ensemble. Donc il y a du lien social. Parfois, les barrières sociales sont enfin franchies. Dans les bals populaires des pompiers, il y a un mélange social. Dans les rêves parties du monde techno que j'ai adoré quand j'avais 20 ans, il y avait un mélange social, ça faisait du bien. Il y avait des bourgeois mélangés à des gens beaucoup plus simples, beaucoup plus populaires, des banlieusards mélangés à des gens du centre-ville. C'était beau. En fait, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de la communion. Oui, donc dans la danse. Et puis, il y a aussi peut-être une métaphysique. Donc souvent, dans mes réponses, ça monte quand même du concret au métaphysique. Le métaphysique, il ne faut pas avoir peur du mot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme la vérité du monde et de l'être. Or, peut-être que la vérité du monde, c'est un rythme. Soit un rythme régulier, soit, comme le pense Nietzsche, un rythme arythmique. Mais peut-être que la pulsation, le rythme, le tempo, qui nous traverse quand on danse, c'est une vérité métaphysique qui nous dépasse. Donc vous voyez, oui, qui est une métaphore de l'univers, mais aussi cellulaire. Voilà, ou le battement, ou quand j'étais dans le ventre de ma mère, ou des choses comme ça. Donc vous voyez, vont s'articuler, donc c'est un bon exemple, un élément concret sur le corps individuel, un élément social relationnel, un élément métaphysique, ce qui fait que j'assume au fond quand même que c'est un vrai livre de philosophie. C'est-à-dire que dans des réponses qui font toujours une page ou deux, qui sont courtes, en fait, s'articule souvent une dimension individuelle existentielle, une dimension sociale relationnelle, et souvent une dimension mystique métaphysique. Alors peut-être revenons rapidement sur cette idée de l'autre, parce que vous parlez quand même beaucoup dans ce livre de philosophie de l'altérité. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais peut-être c'est très important pour vous. En disant, on est souvent dans cette société très individuelle où on croit que seul je peux tout. Or, vous vous dites dans cette philosophie de l'agir qu'on est sans arrêt en interaction, et c'est aussi l'autre en miroir, mais pas seulement l'autre dans cet agir qui nous construit et qui nous construit, mais aussi qui nous bonifie. Ah bah oui, de toute façon, nous sommes des êtres de relation. Je vous rappelle que dans le stade du miroir, la première fois où le petit enfant se reconnaît au miroir, qu'est-ce qu'il fait ? Il adresse des yeux une question à l'autre être humain qui est là, parce qu'en général, il n'est pas tout seul. Il est porté par sa mère ou son père ou sa nounou ou un médecin devant le miroir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il adresse des yeux une question. Est-ce que c'est moi ? C'est dingue. Ça veut dire que dans la première... Ça me donne des frissons. Il y a quelque chose d'incroyable quand on voit cette scène pour la première fois. Ça veut dire que dans la première seconde de la conscience de soi, le petit enfant s'adresse à l'autre et lui demande de le rassurer, de répondre à cette question. Est-ce que c'est moi ? Donc vous voyez, quand on a compris ça, on ne peut pas dire « oui, cherche la confiance en toi ». Non, il faut chercher la confiance dans les autres. Mais du coup, dans le livre, il y a aussi beaucoup de questions qui vont dans l'autre sens. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? Il y a aussi une question que j'adore, qui m'a souvent été posée, c'est comment aider les autres ? Et plutôt, jusqu'où aider les autres ? Dans la mesure où parfois, en aidant les autres, on ne les aide pas.
Si on aide quelqu'un en lui prêtant tout le temps de l'argent alors qu'il devrait essayer de développer des talents pour s'en sortir tout seul, on revient sur le triangle on va pas l'aider. de Karpman. Là, c'est vraiment la triangulaire du sauveur, et surtout s'il n'a pas demandé en plus. Exactement. Et donc ça, c'est une question qui est dans le livre aussi. Jusqu'où aider les autres? Et là, je réponds, peut-être en se demandant pourquoi on l'aide et est-ce que ça l'aide vraiment, en vérifiant avec lui que peut-être il n'a pas d'autres ressources à mettre en place, en vérifiant qu'on ne fait pas ça pour se débarrasser de sa culpabilité, qu'on s'est vraiment posé la question de ce qui va l'aider vraiment. Et donc, la question de la relation à l'autre, elle se fait dans les deux sens. Comment moi, j'ai besoin de l'autre pour savoir ce que je vaux. Je vous rappelle que pour Hegel, le désir premier de tous les animaux humains, c'est d'être reconnu comme ayant de la valeur par les autres, mais aussi, qu'est-ce que je peux faire pour les autres et comment je pourrais peut-être me tromper dans ma manière de les aider. C'est ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a cette confiance dans le monde, en soi, mais il y a aussi l'estime, et souvent on confond les deux. Et j'ai souvent écrit d'ailleurs moi-même pour Féminin Bio sur ce distinguo entre ces deux notions, et c'est intéressant de le rappeler. Oui, alors ça c'est aussi une question qui revient beaucoup. Oui. Je l'ai eu beaucoup avec des jeunes élèves, je l'ai eu beaucoup à Philosophie Magazine, aussi sur France Inter. Quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Parce que l'estime de soi, c'est l'évaluation abstraite de ma valeur. Qu'est-ce que je vaux? Et je trouve que c'est une question très complexe et très vague. Alors que la confiance en soi, c'est plus simple. C'est dans quelle mesure j'arrive à mettre en œuvre des actions concrètes dans un univers incertain, dans quelle mesure j'arrive à y aller. Et donc, il est tout à fait possible de répondre, on va travailler sur la confiance et mettre de côté l'estime, on verra plus tard. Et il est important. Donnez-nous un exemple concret, par exemple, de vos élèves que vous donnez dans l'ouvrage. Bien sûr, pour montrer que c'est décorrélé. Par exemple, j'ai eu beaucoup d'élèves avec une haute estime d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont super, qu'ils sont au-dessus des autres, mais ils ne font rien. Ils ne prennent pas la parole en cours, ils ne rendent pas, ils sèchent les devoirs sur table, les devoirs écrits, parce qu'ils ont trop peur d'être démentis par le réel dans leur très haute estime d'eux-mêmes. Donc au fond, ils n'ont pas confiance. En fait. Ils n'ont pas confiance en eux, mais ils ont une haute estime d'eux-mêmes. Mais évidemment, comme vous en doutez, ça, à terme, leur estime va baisser. Donc il y a quand même un cercle vertueux entre les deux. Et c'est là que la philosophie est utile. Bien distinguer les choses. Estime de soi, c'est regard abstrait sur soi. Confiance en soi, c'est capacité d'action, en fait. Mais après, la vie, c'est le mélange, évidemment. Et puis, vous avez aussi l'inverse qui est passionnant. Et ça aussi, je l'évoque dans ma réponse à cette question. Qu'est-ce qui distingue l'estime de soi et la confiance en soi? L'inverse est passionnant et tellement touchant. Des élèves très nombreux qui n'ont pas une haute estime d'eux-mêmes. Ils ont une estime d'eux-mêmes moyenne, on va dire. Ils pensent qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils valent pas mieux que la moyenne. Mais du coup, ils sont assez détendus et décomplexés. Et ils parlent, et ils écrivent, et ils s'intéressent, et ils lisent. Et ils finissent par prendre confiance en eux, à force de faire. Et in fine, leur estime d'eux-mêmes va monter. Donc l'idéal, c'est peut-être un mélange des deux, comme vous disiez, de trouver un équilibre. Oui, alors moi, si vous voulez, quand même, là, pour le coup, je suis plus philosophe de l'action que psychothérapeute, vu que je suis pas psy. Je m'intéresse quand même d'abord à la confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux réussir à agir, pour mieux prendre son risque, pour mieux décider, et puis la question de l'estime, je la mets un peu de côté. Alors vous dites aussi, vous écrivez que la vraie vie ne se déroule jamais comme prévu, parce que là on parle de la confiance, mais ça touche un peu à cette thématique aussi de l'imprévu. Comment est-ce qu'on va au monde? Et ça touche aussi à votre précédent ouvrage sur le passé. Ouais. Comment est-ce qu'à un moment donné, je reste ouvert, en fait, puisqu'on ne sait jamais, on a beau faire des plans à 2 ans, 3 ans, en fait, on n'a aucune idée de ce qui va se passer à l'instant suivant. Comment je peux rester ouvert à tout ça? Est-ce que les stoïciens, peut-être, nous éclairent ou pas du tout? Eh bien, justement, beaucoup de philosophes ont analysé cette notion d'incertitude. Ouais. Et ils nous montrent que ce serait une illusion de penser qu'on peut tout prévoir. Or, effectivement, si on a tant de mal à vivre l'imprévu, c'est parce que peut-être on a un mauvais logiciel mental, peut-être on a été éduqué dans l'idée que si on est intelligent, si on anticipe bien, on va prévoir l'essentiel et il y aura juste un peu d'imprévu. La vraie vie, c'est le contraire. C'est que l'essentiel de ce qui nous tombe dessus, on ne le voit pas arriver parce qu'on n'est pas prophète, parce qu'on n'est pas devin, parce qu'il y a du hasard, parce que le monde est complexe, parce qu'il y a des rencontres entre les paramètres du réel. Donc, il faut apprivoiser cette idée de l'imprévu et comprendre qu'on n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles, on n'est pas à l'abri de heureux hasards et qu'il y aura aussi des mauvaises nouvelles. Et que finalement, l'idée, c'est de s'engager dans l'incertain. Et c'est là qu'on va comprendre le pouvoir d'une décision.
c'est d'aller reconfigurer le réel. Et que si on attend pour décider d'avoir éradiqué l'imprévu, d'avoir détruit l'incertitude, on décidera jamais. Et on va tomber dans le perfectionnisme, dans l'attentisme, et on va tomber dans l'idée que non, je peux pas le faire maintenant parce que je suis pas sûr que ça va marcher. Alors que si on apprivoise l'idée de l'imprévu, si on apprend à aimer cette idée d'incertain et d'imprévu, qui bien sûr au début nous effraie, on va être libéré dans sa capacité d'action. Et on ne va pas s'arrêter au motif que c'est pas certain que ça marche. Et on va se dire, la seule façon de savoir, c'est d'y aller. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et dans ce cas-là, ce qui va libérer ma capacité d'action, c'est d'apprivoiser cette idée de l'imprévu. Et c'est là que philosophie et thérapie se rejoignent, parce qu'une pensée juste sur la place de l'imprévu dans le réel peut libérer une confiance en soi et en son action. Et c'est là où la thérapie ACT dont vous parliez tout à l'heure nous éclaire, parce que on est dans l'acceptation, mais on n'est pas forcément dans l'évitement. Et parfois, l'évitement peut être un sentiment d'acceptation qui, en fait, on ne fait pas face. On est dans une forme d'évitement avec des stratégies diverses et variées. On croit qu'on est dans l'acceptation, on n'y est pas. Tout à fait. Et c'est une des questions du livre. Faut-il éviter les émotions négatives ? Non, il ne faut rien éviter. Alors, l'évitement, ça peut être intéressant à court terme. Voilà, si on ça permet de ne pas souffrir. Voilà. À court terme. On évite un souvenir douloureux ou traumatique, ça peut être une façon de survivre à un moment. Le problème, c'est que c'est un piège, parce qu'à terme, ça va revenir. Il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas, puisque notre passé est en nous. Et donc, c'est pareil avec les émotions négatives. Si on veut passer sa vie, et c'est ce que je reproche à une certaine pensée positive trop caricaturale et qui rate la vraie vie, qui nous inviterait à cultiver que les émotions positives. Et dès que je sens une émotion négative, l'agressivité, la colère, la tristesse, la jalousie, à l'éviter, à la refuser. Non, non, ça fait partie de la vie. Il faut plutôt l'accueillir de la bonne façon, avec la bonne distance. Faire face. On entend ça quand vous dites ça. Et puis à un moment, se laisser traverser. Oui, je suis en colère. Oui, je suis jaloux. Oui, j'ai peur que la personne que j'aime, soudain, se mette à regarder quelqu'un d'autre. Évidemment, comment en serait-il autrement ? Et on va s'apercevoir que cet accueil fait qu'on le vit mieux. C'est un peu contre-intuitif. Et il y a des exercices pour ça, dans lesquels on retrouve un mélange de sagesse stoïcienne et des psychothérapies les plus contemporaines. Je prends un exemple. Les stoïciens donnaient un conseil à un philosophe qui avait perdu son frère. Il était tenté d'éviter de penser au visage du cadavre de son frère. Et les stoïciens lui disent « Non, tu dois convoquer tous les jours son visage. Et tu vas t'y habituer. Ton cerveau va s'y habituer et tu vivras mieux avec. » Ça rappelle exactement l'EMDR d'aujourd'hui. Plus fantasmé, en fait. Voilà, c'est la méthode d'aujourd'hui de EMDR, de désensibilisation d'une image. De ce point de vue-là, elle est stoïcienne. Mais attention, et ça résume bien aussi mon travail, il y a quand même les neurosciences qui nous apprennent des choses nouvelles. Et ce que les neurosciences nous apprennent, c'est qu'en fait, c'est pas de l'habituation, c'est qu'on recrée d'autres circuits neuronaux qui fait que cette image traumatisante, en fait, on la reçoit autrement. Les stoïciens nous disaient, tu vas juste t'habituer, tu vas user la douleur. Là où on parle de reprogrammation ou de réimprimer. Exactement. C'est ça. Tu vas user ta douleur et donc tu vas mieux vivre avec. Donc déjà, il fallait ne pas éviter. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est pas juste de l'usure, c'est de la créativité neuronale. Et donc, vous voyez, moi, je mélange tout. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien fait. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'en EMDR, c'est vrai qu'on sait que si c'est avec une personne qui n'est pas très douée, on peut creuser le pli d'un trauma. Plutôt qu'en fait de passer à cette créativité et de réimprimer d'autres circuits. Oui, tout à fait. C'est là que les bons thérapeutes sont merveilleux et que les mauvais font des dégâts. C'est sûr. Mais en tout cas, ça me permet de bien résumer aussi mon approche philosophique. À travers cet exemple, on voit bien, il y a les stoïciens, philosophie, il y a la thérapie classique, l'habituation, il y a les neurosciences d'aujourd'hui, la découverte qu'en fait, c'est pas qu'on refait le même chemin neuronal en s'habituant, c'est qu'on en fera un nouveau. Et là, ça me permet de donner une réponse. Pourquoi il ne faut pas éviter les émotions négatives ? Et ça résume très bien mon travail. Et pour être honnête, il faudrait rajouter la littérature. Parce que souvent, les grands écrivains, j'adore par exemple Camille Laurent, cette romancière, elle va ou Christine Angot, c'est des romancières. D'ailleurs, j'ai reçu les deux à la radio, c'était des émissions merveilleuses, j'ai tellement adoré les écouter. Et elles font ça. Elles y vont, elles reviennent sur le drame, elles reviennent sur l'enfer, avec frontalement. C'est comme une façon de ne pas éviter, mais cette fois par le courage littéraire. Et bon, je dois avouer que moi, mes premiers amours, c'est la littérature. Je voulais d'abord être romancier avant tout.
Mais ça n'a pas trop marché. Et comme j'étais prof de philo, je me suis mis à écrire des livres de philosophie et c'est comme ça que j'ai trouvé un peu ma note. Il faut y revenir, Charles Pépin, à la littérature. C'est une bonne idée, moi, je trouve. Alors, je suis quand même revenu il y a 5 ans avec mon roman mais maintenant La qu'il y a Joie. quand même aussi peut-être plus de sagesse et puis... C'est prévu, j'avoue. Voilà, Je vous alors l'avoue. on attend avec impatience. Peut-être on s'approche de la fin de cette émission, puis je veux pas que vous soyez en retard, mais cette idée aussi, on a parlé beaucoup de l'altérité, mais il y a énormément de questions sur est-ce qu'on a besoin d'être aimé, comment aimer, qu'est-ce que l'amour, et puis aussi la reconnaissance, vraiment ce regard de l'autre, vous parliez du bébé tout à l'heure, porté sur nous. Oui, c'est une très bonne question, parce que parfois, on a un conseil qui vient d'un certain coaching pas très intelligent, ou même de gens très jeunes, qui est détourne-toi du regard des autres, ça compte pas, c'est toi qui sais ta valeur. Non, on peut pas dire ça. En fait, on peut le rêver, le fantasmer. La vérité, c'est que nous sommes qu'on est pris dans le regard des Ouais. autres depuis le début. Que, avant même d'exister, il y a eu un regard porté sur la possibilité de sa propre vie. Que peut-être dans toute l'humanité, il y a toujours un œil qui nous regarde. Alors, pour certains, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est ma conscience morale. Pour d'autres, Sartre, c'est les autres. Et donc, il y a peut-être des moments de parenthèse miraculeuse où on s'arrache à ce regard, évidemment. Dans la méditation spirituelle, dans la promenade dans la nature, ça peut arriver. C'est très agréable, évidemment. Mais c'est pas la vie normale. La vie normale, c'est de vivre sous le regard. Et la philosophie de soi-même. De soi-même, de Dieu si on y croit, des autres humains, évidemment. Donc la question, dans ma réponse, je dis, la question, c'est pas s'en débarrasser, c'est plutôt comment faire pour que ce soit pas trop douloureux, pour que ce soit pas trop toxique, comment le prendre. Et je réponds, avec Sartre, il faut pas le prendre comme argent comptant. C'est-à-dire que les autres ne savent pas ma vérité. Simplement, ils me donnent des indications très intéressantes pour que je progresse dans mon existence, dans mon travail, dans mon chemin de vie. Mais il y a aussi un juste milieu à trouver, avec des moments d'introspection et de solitude. Mais on ne pourra pas se détacher complètement de ce regard des autres. On a besoin d'être reconnu dans sa valeur objectivement par les autres. Mais attention, quand Sartre dit l'enfer, c'est les autres, il veut dire que l'enfer, c'est cette dépendance que nous avons à l'égard du regard des autres. Du coup, il faut se libérer de cette dépendance en ayant aussi des moments où on va questionner sa valeur indépendamment de ce regard des autres. Et puis rappeler que le paradis aussi, ce peut être les autres, quand les autres trouvent qu'on a bien travaillé, quand les autres apprécient un dessin ou un tableau qu'on a fait, et quand finalement on se trouve beau dans le regard des autres. Et je pense que c'est pas possible d'imaginer une vie dans laquelle on se détourne du regard des autres. Je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure sur le stade du miroir. Voilà. Mais il ne faut pas que ce regard soit tyrannique, il ne faut pas que ce soit une prison. Donc voilà, c'est important, ce que me dit le regard des autres, mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, vous avez le sentiment, vous personnellement, que vous contactez plus facilement la joie, qui est quand même cette grande question connexe au bonheur, au fait d'être heureux, et finalement vous arrivez à la joie. Alors, en fait, quand j'ai écrit mon roman La Joie, d'ailleurs qui a été adapté au théâtre dans un très beau seul en scène, par Olivier Ruidavé, il y a eu 160 représentations tout l'été, là. Quand j'ai fait ce roman, c'est parce qu'on était en train de discuter avec mon éditeur d'un projet de livre, et il m'a dit, mais en fait, je ne sens pas trop ce projet. Pourquoi tu ne parles pas de ce que tu connais le mieux ? Je lui dis, mais de quoi tu parles ? Il m'a dit, en fait, je t'ai vu traverser beaucoup d'adversités, notamment quand tu avais 18 ans, on se connaissait déjà, mais tu gardais une forme de joie de vivre, insistante dans la difficulté. Ça m'a beaucoup surpris, je ne me voyais pas comme ça. Et j'en ai fait un livre pour essayer d'analyser cette chose-là. Donc, c'est pas du tout que j'y arrive, c'est plutôt que j'en viens, et que j'ai essayé de questionner ça avec Nietzsche, avec Clément Rosset, avec Spinoza. Mais en effet, la joie, il y a une question sur la joie, qu'est-ce que la vraie joie de vivre ? La joie, c'est pour moi une manière d'exister, et c'est pour moi une réponse à l'adversité, mais surtout pas dans l'évitement. C'est toujours une joie contrariée, comme le dit Clément Rosset dans son livre La force majeure, c'est toujours une joie paradoxale, c'est toujours une joie entravée. Alors c'est bizarre, peut-être que certains auditeurs... Elle jaillit au cœur même de la conscience de tout ce qui l'entrave. Bah bien, voilà. Alors je vais peut-être décevoir certains de vos auditeurs ou auditrices qui se disent « Mais non, moi je veux une joie complète, un bonheur parfait ». Ben non, ça n'arrivera jamais. On est Elle trop vient même conscient. de notre capacité à dire « c'est comme ça ». Oui, parce qu'on est conscient de ce qui ne va pas. Il y a des gens qui souffrent, l'état du monde est dramatique, l'état de la planète est dramatique. Donc, penser attendre que ça aille bien pour être joyeux ou heureux n'a aucun sens. En revanche, on a une ressource. C'est dans la lucidité de dire ouais, « c'est comme ça, c'est la merde,
c'est comme ça, je vais faire ce que je peux, je vais faire au mieux, et on va sentir qu'on a une ressource de consentement à la vie, mais comme elle est, surtout pas dans l'évitement de sa face noire ou de ce qui fâche. Et c'est ça la joie. Et c'est vrai que... J'adore cette citation, cette ressource de consentement à la vie. Ouais. On va garder ça parce que c'est fabuleux. En fait, si on a cette espèce de phrase comme ça, on peut le contacter à tout moment. Exactement. On peut se dire, je l'ai en fait, cette ressource. On l'a tous. Voilà, je l'ai. Dire oui à la vie, pour le coup, ça c'est le grand oui à la vie de Nietzsche, c'est dire oui à la vie dans sa totalité. C'est-à-dire avec le bon et le mauvais, avec la joie et la souffrance, avec la douleur et le plaisir, avec l'injustice. Ça veut dire que je consens et que je pense qu'au cœur de cette vie, si agressive soit-elle, si douloureuse soit-elle, il y a quelque chose qu'on peut affirmer comme une valeur. Il y a quelque chose de tendre. Il y avait un livre de Fabrice Midal, La tendresse du monde, qui évoquait ça assez bien. Et il y a quelque chose chez tous les mystiques qui rejoint ce point. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait que la vie est plutôt une bonne chose, malgré tout. Mais surtout pas dans l'évitement du mal, surtout pas dans l'évitement du mauvais. Et c'est sûr que dans tout mon travail, depuis mon premier essai sur la beauté, le travail sur l'échec, j'articulais échec et joie, le travail sur la confiance, j'articulais joie et confiance, le travail sur la rencontre, joie et rencontre, c'est évidemment l'invariant de mon travail, une philosophie de la joie, et pourtant avec un débat très polémique par rapport à la pensée positive, car je suis vraiment très agacé. Est sorti, je trouve qu'on s'est passé un peu ce courant-là. Ouais, c'est vrai. Disons que l'excès a été corrigé et on va vers quelque chose de plus juste. À savoir, non pas éviter ce qui fâche, mais entrer en relation avec lui et trouver la joie dans à la fois l'accueil, mais aussi la combativité, évidemment. Parce que j'articule souvent deux formes de joie. D'ailleurs, ça, c'est une réponse à une question du livre. La joie de consentement, on vient d'en parler, et la joie du combattant. Et c'est pas la même, c'est même, ça s'oppose, mais justement, on a les deux ressources. Il y a une joie de consentement, je peux être capable de dire c'est dur, mais c'est comme ça. Et puis il y a une joie de combattant, je refuse ce c'est comme ça, et je veux le changer. Je pense à Teilhard de Chardin quand vous dites ça. Ouais. Au front, c'est-à-dire qu'il est là. Exactement. Et il va chercher les corps alors qu'il sait qu'il peut y passer. Et c'est pas qu'il est dans une joie dans le sens sadique du terme, mais il est à sa juste place parce qu'il est utile à l'humanité. Oui, mais alors justement, et ça c'est central pour expliquer ma démarche dans ce livre, je m'oppose toujours à la pensée binaire, à la pensée dichotomique. Et comme tout à l'heure, je vous disais, bah oui, on oppose souvent les utilitaristes, volontaristes et les mystiques. Moi, je veux faire dialoguer ces deux approches. De la même façon, on pourrait se dire que la joie d'accueil et de consentement s'oppose à la joie du combattant et à la joie de faire. Je ne crois pas du tout que plus on est capable, dans certains moments d'acceptation, de plénitude d'accueil, de cette joie d'être et de consentement, plus on sera capable, dans d'autres instants, évidemment, ce ne sont pas les mêmes instants, d'avoir un bras armé d'une force nouvelle et de retrouver la joie du combattant. C'est une sorte de switch, on passe de l'une à l'autre. On a deux ressources qui ne sont pas les mêmes, mais qui se complètent très bien, une joie d'être et une joie de faire. Ouais. Superbe. Quelle est la question en conclusion qui vous taraude encore, pour laquelle finalement vous n'avez pas de réponse ? Il y en a plein, évidemment. Mais comme ça, une fondamentale peut-être. J'en vois deux, quand même, auxquelles j'ai vraiment pas de réponse. La première est très métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Une question que je me pose souvent, la question de base, pourquoi l'être plutôt que le non-être ? Et une question vous l'avez posée à Étienne Klein, j'imagine ? Oui. Je l'ai posée à la radio, d'ailleurs, ouais. sur France Inter. Ouais. Et puis, une autre question existentielle, concrète, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres ? Voilà. Comment être une bonne personne pour les autres ? C'est pas facile, il suffit pas d'en avoir l'intention. Parfois, on veut faire bien et on fait mal. Parfois, on fait bien un peu par hasard. Et ça, c'est une question qui me taraude vraiment. Que faire pour les autres ? C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour tous les métiers d'aidants. Les gens qui sont psychiatres, qui sont médecins, qui sont infirmiers. Et je me dis, voilà, au moins, on comprend le sens de son métier, on sait pourquoi on va au travail. Ça, c'est une question qui me traverse beaucoup. Comment être un bon aidant où qu'on soit ?
Vous l'êtes d'une certaine manière. Bah non, Charles j'essaye, Pépin. mais Je vous le dis, vous nous aidez à vivre. Merci. Pour celles et ceux qui nous suivent, il y aura un petit bonus. Charles Pépin va nous lire aussi un extrait, donc vous pourrez le voir si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. Je rappelle aussi qu'il y aura un livre de Charles Pépin. Vous pouvez peut-être vous tourner et puis montrer la couverture de l'ouvrage à l'antenne. J'en rappelle le titre, Charles Pépin, Où trouver la force et autres questions existentielles aux éditions Alary. Pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose, vous pourrez le gagner. Merci encore infiniment d'être venu Merci faire pour votre invitation. Merci. un tour dans Métamorphose. Un jour, on prendra peut-être 3-4 heures pour toutes mes questions. Et voilà, on retrouve cet ouvrage qui sort tout juste. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous lire un extrait à la demande du podcast. Savons-nous vraiment ce que veut dire « je t'aime » ? Alors, évidemment, une question qu'on m'a souvent posée. « Je t'aime », alors voilà ma réponse. Je t'aime, idéalement, pourrait vouloir dire « je t'aime toi comme tu es, avec tes qualités et tes défauts, toi que je connais mais qui pourtant continue à m'échapper, toi que je découvre chaque jour un peu plus, mais qui reste malgré tout une magnifique énigme. » Et puis, il y a le soupçon. Les soupçons même implicites dans votre formulation. C'est moins toi que j'aime que la vie avec toi, l'avenir possible ensemble. C'est moins toi que j'aime que tout ce que je projette sur toi, et qui peut-être n'est pas toi. C'est moins toi que j'aime que l'état amoureux, l'idée d'être amoureux, moins toi que moi amoureux de toi. Mais alors, est-ce vraiment toi que j'aime ? Méfions-nous de cette question. Nous aurions tort de vouloir isoler un amour pur, de chercher à débarrasser le sentiment amoureux de tout leurre. C'est pas parce qu'il y a du leurre dans l'amour que ce n'est pas de l'amour. Les animaux symboliques que nous sommes n'ont pas un rapport simple au réel. Nous le recevons toujours en projetant dessus nos attentes, nos fantasmes, nos affects, notre imaginaire. Le réel pur n'existe pas, a fortiori lorsqu'il s'agit de l'être aimé, et c'est très bien comme ça. Nous ne savons pas exactement ce que nous aimons lorsque nous disons « je t'aime ». Mais nous aimons, et nous aimons aimer. Pourquoi le condamner ? Pourquoi reprocher à l'être aimant d'aimer au moins autant l'amour lui-même que l'être aimé ? Il faut n'avoir jamais aimé pour croire que nous savons pourquoi nous aimons. Heureusement que nous ne le savons pas. Aimer, comme l'écrit Rimbaud, c'est toujours réinventer l'amour. Chaque « je t'aime » dit à sa façon cette tentative, cet essai, ce tâtonnement, ce désir fou de réinventer l'amour. Aimer, c'est ne pas savoir, et aimer ne pas savoir. Je ne sais plus qui je suis, tant l'amour me change. Le temps de dire « je t'aime », je ne suis déjà plus le même. Je ne sais plus non plus qui tu es, mais j'apprends à aimer ce mystère qui d'habitude m'effraie. L'amour nous prend et nous surprend. Dire « je t'aime », c'est accepter d'être surpris, c'est surprendre l'autre en confessant sa propre surprise. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.